La question de la philosophie, bien avant l'âge de la classe terminale, était posée très clairement. Il y avait tout un chapitre dans le rapport que j'ai cité, philosophie, une école de la liberté, sur la possibilité, l'utilité et peut-être même la nécessité d'introduire à la philosophie, y compris dans ses aspects disciplinaires, techniques, euh, les enfants dès le plus jeune âge. Et le plus jeune âge, effectivement, c'est l'école maternelle. Déjà, il y a des expériences tout à fait intéressantes menées avec des enfants qui ne savent pas encore lire et écrire, mais qui sont capables de s'engager dans des discussions sur des sujets philosophiques et de le faire d'une manière guidée, pas simplement par le sens commun, mais par le savoir-faire professionnel d'un enseignant qui les introduit à la philosophie comme discipline. Et la philosophie, disons, de l'UNESCO, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est de développer la paix entre les individus, les peuples, donc les États. Et un des moyens de développer la paix, c'est de favoriser, disons, le dialogue. Et on favorise précisément le dialogue lorsqu'on habitue des gens à dialoguer entre eux en étant en désaccord, mais dans la paix civile. C'est ça qui est intéressant, faire l'expérience du désaccord dans la paix. Et quoi de plus structurant, disons, de ce point de vue, pour des jeunes enfants et des adolescents, d'avoir des habitus de dialogue à visée, disons, philosophique, pour faire l'expérience, disons, de la diversité, de se confronter à une altérité plurielle, qui est le point de vue finalement des autres, pour développer d'une part la compréhension de leur vision du monde, d'autre part la tolérance à des points de vue différents du nôtre. La pratique de la philosophie avec les enfants, ça se développe partout dans le monde. Ça a commencé avec Matthew Lipman aux États-Unis, véritablement dans les années 70, ça s'est développé au Canada, et puis ça s'est développé dans tout le monde anglo-saxon. Il y en a en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Asie, en Afrique, etc. Et le but de la chaire UNESCO, c'est de coordonner ce réseau international, de fédérer les acteurs, de fédérer les chercheurs, de fédérer les formateurs, et puis aussi de créer du lien entre les enfants. En philosophie, on se pose des grandes questions que les hommes se posent depuis toujours. Quand on dit le mot peur, à quoi vous pensez? Une situation, quelque chose qui peut vous vraiment représenter. Plus de temps si vous voulez le terme. Luna, qu'est-ce qui peut faire peur? Du feu. Le feu. Ah, ça c'est déjà un premier exemple. Le feu, même si c'est un élément, c'est naturel, Oui. des fois il y a des catastrophes naturelles. Et Marcel? Parce qu'on a peur de la mort, de mourir. Dans l'avenir, il peut y avoir des choses bien, il peut y avoir des choses pas bien. Le feu, c'est un petit peu pareil parce qu'il y a des pompiers qui peuvent éteindre, mais s'il n'y a pas de pompiers, le feu il reste. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Si on pense que c'est une petite chose innocente, ignorante, qu'il faut protéger du monde, ça c'est une vision un peu rousseauiste des choses, on ne philosophe pas avec les enfants, on les protège de ces questions-là. Si on les considère comme des sujets, c'est un peu le vocabulaire de la psychanalyse, qu'on doit écouter, qui sont dignes de respect, alors à ce moment-là peut se développer à la fois une littérature de jeunesse, mais aussi des pratiques qui correspondent à cette définition anthropologique de l'enfance. Quand vous venez pratiquement en Afrique et au Bénin, il y a un problème environnemental qui se pose. Comment faire prendre conscience à partir des jeunes enfants, comment partir donc de la philosophie pour résoudre un problème d'ordre environnemental. Donc je vais vous lire l'histoire. Écoutons. Il était une fois Gigès, un berger qui était au service du roi de Lydie. Gigès va faire la guerre avec la bague. Gigès peut voler les bébés du roi. Gigès va faire pour devenir un zibi s'il veut quelque chose à faire si il va faire. Ce Gigès va utiliser cette bague pour faire son pouvoir. Gigès peut utiliser cette bague magique pour garder ses troupeaux. Donc, quand j'ai découvert la philosophie, ça a été le coup de foudre. J'ai aimé, quoi. J'ai trouvé que cette sorte de questionnement donnait du sens à tout. C'était vraiment le questionnement qui donnait sens au reste.
Enseigner dans un centre comme celui-ci, qui est un centre qui accueille des adolescents qui ont des problèmes physiques ou psychiques, qui doivent être suivis pour ces problèmes, c'est quelque chose qui m'a semblé très intéressant dans la mesure où ce sont des jeunes qui traversent une période de leur vie difficile, dans laquelle ils se posent beaucoup de questions. Et en fait, le cours de philosophie est un lieu dans lequel on peut recevoir ces questions-là. Je m'appelle Pierre, je suis en HDJ psychiatrique et je viens à l'atelier philo parce qu'en fait, je trouve que c'est une bonne opportunité qu'on propose à des gens qui ont des fois justement pas cette opportunité d'avoir des cours de philosophie en bac professionnel, des choses comme ça, CAP, CFA, tout ça. On pense que c'est souvent l'homme qui a une culture, mais les animaux, ils ont comme une organisation, ils ont une culture, ils sont pas totalement perdus dans la nature, quoi. Ils ont des repères, ils ont plein de choses. L'idée fondamentale est de combiner la pratique verbale philosophique avec une pratique philosophique artistique. Donc, je dis bien pratique philosophique artistique parce que dans notre vision des choses, la partie artistique est philosophique au même titre que la partie des discussions verbales. Pourquoi c'est pas la même chose? Et là, les personnes, la philosophie, vu qu'ils cherchent un peu la réponse à la question de l'autre. Par exemple, qu'est-ce que c'est être un enfant? Par exemple, c'est une question qu'on peut poser. On peut pas faire quoi? Par exemple. Alors pourquoi c'est dans sa main? En fait, moi j'adore voir l'émergence de l'idée. Vraiment le moment où on voit l'enfant qui se concentre et là il fait naître une idée en lui, quoi. Et il l'exprime pour la première fois, il s'en rend compte. Et là il se rend compte que son idée a une valeur, qu'il a produit un fruit intellectuel qui est puissant et qui parfois emporte le groupe ou crée le débat et des choses comme ça. Et ce moment-là où ça monte, je trouve ça super, quoi. Après, des fois, ils ont déjà des idées. Et dans ce cas-là, ils les expriment. Mais... C'est un sentiment qu'on peut le fabriquer avec notre tête et notre imagination. Je suis d'accord avec Diarra, le futur devient le présent devient le passé. Puisque ça fait pendant 15 ou 20 ans, je n'arrêtais pas de dire dans des conférences, on devrait commencer la philosophie, non pas en terminale, mais à l'école primaire, et non pas sous la forme d'un cours de philosophie. On ne va pas enseigner aux enfants Kant et Spinoza, mais les faire philosopher, les faire réfléchir. L'acte de philosopher peut commencer très jeune. Et je ne savais pas que ça existait déjà. Et puis un jour, j'ai découvert que ça existait. Et ça m'a passionné. J'ai découvert la méthode Lippmann, j'ai découvert Tozzi, et ça m'a passionné. Et du coup, j'en ai fait l'expérience. Pendant 1 an, j'ai consacré 1 année à faire des ateliers de philosophie dans beaucoup de pays francophones. Parce que je voulais avoir une expérience de diversité culturelle. Le but de la fondation SEV, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. C'est de développer chez les enfants le savoir-être et le vivre ensemble, dont les ateliers de philosophie sont un des éléments essentiels. Le travail des enfants, c'est d'apprendre à penser. Quand ils arrivent au monde, ils ne savent pas comment il faut se comporter et ils apprennent avant la parole, pré-verbalement, ils apprennent le monde en regardant les figures d'attachement. Les enfants ont tendance, pour apprendre le monde, ils ont tendance à se soumettre à la voix et à la parole des éducateurs. Et si ça continue jusqu'à l'adolescence, c'est comme ça qu'on en arrive au langage totalitaire. C'est-à-dire qu'il y en a un seul qui dit la vérité, c'est mon Dieu, mon chef, mon responsable scientifique, et c'est lui seul qui dit la vérité. Et l'école a tendance à aggraver la récitation plutôt que la réflexion. Alors je pense que si on apprend à un enfant à penser, c'est-à-dire à douter, donc il a un choix entre 2 alternatives. Donc à ce moment-là, l'enfant a un degré de liberté puisqu'il a un choix. Donc à ce moment-là, mais ça l'oblige à comparer une parole, une vérité
une rencontre, un livre, et c'est le travail, c'est une élaboration. Donc apprendre à penser, c'est amusant, mais c'est fatigant. Là, on voit des ateliers avec des enfants, et nous, on va proposer donc, avec vous des ateliers famille. Donc, il y aura les enfants et les parents. Je voulais savoir un peu, justement, comment ça se passait quand il y a les parents. Alors, quand il y a les parents sont très étonnés. D'abord, en fait, ils écoutent, ils sont attentifs, ils attendent avec impatience que va dire mon fils, que va dire mon enfant. Et quelquefois, l'enfant ne parle pas. Et ça les met dans une situation difficile, parce qu'ils pensent que parce que l'enfant ne parle pas, il ne pense pas. Donc ça, déjà, il faut... Voilà. Nous, on croit, on leur dit d'ailleurs, quand je vais animer, je vais commencer par dire... La chose que je vais dire, c'est que c'est un atelier de pensée, ce n'est pas un atelier de parole. C'est-à-dire que on peut rester sans parler. Ça n'est ni bien ni mal. En tout cas, on ne jugera pas la personne qui ne prendra pas la parole. Parce que ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas. Et donc, voilà. Et donc ça, c'est difficile à comprendre au premier atelier. Donc... alors ça a été mis en place, ces ateliers, enfin la méthode que je vais déployer, c'est la méthode de M. Lévin qui était psychanalyste et qui développe l'idée que les enfants ont besoin avant tout d'avoir un lieu pour exprimer leur façon de regarder le monde. Et ils ont besoin de regarder le monde, ils ont besoin que l'école fasse une place à ça. C'est-à-dire, je regarde le monde. Voilà. Il appelle ça le regard du balcon. C'est-à-dire qu'il rappelle que, je crois que c'était un de ses fils, il ne dit pas ça, hein, il dit qu'il y a un enfant, un jour, il s'est aperçu qu'il y avait un enfant qui était allé sur le balcon alors que c'était interdit. Et qu'on est allé le voir, il avait 4 ans, cet enfant, et on est allé le voir en lui disant « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais sur le balcon ?» Et là, il dit je regarde le monde. Voilà. Regardez le monde. Moi, j'ai pensé beaucoup à ça dernièrement. Bon, j'ai été grand-mère il y a 3 ans à peine. Et donc, je ne sais pas, un peu moins d'1 an, j'ai sorti mon petit-fils en bus. Pour la première fois, j'ai pris le bus avec lui. Je crois qu'il avait 1 an à peu près. Et au lieu de le laisser dans sa poussette en bas, là, face à, voilà, à la paroi du bus, je l'ai enlevé, le chemin était long, et je l'ai porté dans mes bras, face, et là. Mais j'ai vu cette fascination. Il ne parlait pas, c'était un grand, il parlait beaucoup, et là, il était là, il regardait. Voilà. Et donc, permettre aux enfants d'exprimer ce qu'ils ont vu du monde, et comme ils n'ont pas vu la même chose, ils n'ont pas décodé de la même façon, entendre pour chacun ce que l'autre a vu, qui peut être pareil, d'ailleurs ils l'ont dit, qui peut être différent, mais ça fait cette communauté et ça fait cette richesse au bout du compte. C'est-à-dire qu'ils repartent de l'atelier, même celui qui n'a jamais parlé, il repart enrichi. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En fait, ma question, c'était plutôt quelle est est-ce que les parents... Enfin, la discussion se fait aussi avec les parents, en fait. Oui, ça rebondit, c'est la même histoire, sauf qu'ils ne vont pas exprimer la même vision du monde. Et quelque chose va se tricoter. Voilà, se tricoter, exactement comme les mailles d'un pull. Voilà. Vous disiez que les parents sont formatés, nous sommes tous formatés effectivement, mais les enfants, est-ce qu'ils vont avoir la même décontraction en étant juste entre eux, quand il y a la présence de leurs parents? Est-ce que ça ne va pas risquer de les bloquer un petit peu? Ça risque, mais ça peut aussi ne pas le faire, ça se fait. On a vu des enfants ne rien dire pendant les premières minutes, et tout d'un coup,
sortir quelque chose de très élaboré au grand regard ébahi des parents, comme on a vu des enfants qui n'ont pas parlé. Mais on a vu toutes sortes de situations. Tout dépend aussi des relations que les enfants et les parents ont entre eux. Mais je pense que quand ils viennent là, ça révèle déjà une certaine voilà, connivence, alliance, enfin je ne sais pas quel mot, mais quelque chose qui... Une ouverture d'esprit. Voilà. Enfin en tout cas, je pense que la démarche du parent qui vient avec son enfant, c'est qu'il y a une confiance, enfin qu'il y a quelque chose qui s'est tricoté. Voilà. D'autres questions sur la méthode, sur la philo Alors d'où je parle, moi je suis professeur de mathématiques. Et il y a 20 ans, maintenant peut-être un peu plus, à chaque fois je dis il y a 20 ans, mais je pense que ça fait maintenant plus longtemps, j'ai rencontré donc Monsieur Lévin et ses ateliers de philosophie à une période où c'était pas du tout encore mis en place, et en tout cas si c'était mis en place à l'école primaire, ça n'était pas du tout au collège. Et moi j'étais professeur de maths donc en collège. Et en fait, j'ai commencé à les installer pour la première fois dans une classe de 3e, d'élèves qui avaient triplé dans leur... Enfin, qui avaient doublé plusieurs fois, au point où ils étaient arrivés en 3e et qu'ils avaient 18 ans à peu près. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et ils étaient... enfin, je crois désabusés, l'école les avait... Bon, en tout cas, déçus peut-être, ou je ne sais quoi. Et pas seulement la famille. Enfin, il y a des enfants en difficulté, ce qu'on dit ça, des adolescents. Et je les avais, moi, dans mon emploi du temps, le vendredi après-midi, de 3h30 à 5h30. C'est-à-dire fin de semaine, fin de journée, il fallait que je leur fasse des maths à ce moment-là. Et c'était très difficile. Très, très difficile. Parce qu'en plus, mes 2 heures, elles étaient coupées par la récré. Donc ils sortaient en récré, ils allaient fumer ou je sais pas quoi, enfin, ils revenaient, enfin voilà. Et donc c'est là que je les ai installés pour la première fois, mes ateliers de philo. Ça a tout changé. Ça a tout changé, je vous assure. Alors évidemment, donnant. Parce qu'une fois que je leur ai fait goûter à la philo, ils voulaient en faire tout le temps. Et donc on a mis... voilà, on a fait un deal, quoi, comme on dit. Alors, au début des 2 heures, je leur disais, voilà le programme que je veux faire avec vous. Il n'est pas très ambitieux, mais il est ambitieux. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses à faire. Je vous propose, la première heure, vous êtes disponible, on fait. Et après, on passe à la philo. Mais ça les a motivés. C'était pas du chantage. Et ils l'ont compris, c'était pas du chantage. C'était pas, si vous ne travaillez pas, on le fera. C'était, bon, on fait, je vous donne, et moi je suis là pour vous enseigner les maths quand même, bon, ok. Mais alors ça faisait des choses extraordinaires, vraiment, je vous assure. Ces vendredis étaient attendus toutes les semaines. On a fait ça 36 semaines, je crois, dans l'année. Donc voilà comment j'ai commencé. Alors après j'ai plus arrêté. Évidemment, alors j'en fais partout. J'en fais même là où c'est pas du tout programmé. J'en fais dans un hôtel où je suis allée faire une cure thermale, 21 jours. 21 jours, c'est long, vous savez, parce que vous avez fait des cures. Mais première semaine, ça va. Deuxième semaine, encore un peu. Et puis, au milieu de la deuxième semaine, vous avez envie de rentrer chez vous, quoi. Même si vous avez apporté la peinture et l'écriture et tout ça. Bon, voilà. Et j'ai proposé, dès le début, deuxième jour où j'étais là, j'ai proposé l'atelier philo. J'ai dit à la responsable de l'hôtel si elle voulait mettre un petit panneau, voilà, demain soir, après le repas, dans l'espace de rencontre, atelier philo. Donc on a mis, puis tout le monde est venu, puis on l'a fait. Et puis ils ont dit, mais il faut en faire un deuxième avant la fin de la semaine, parce qu'il y en a qui partaient, c'était leur 3e semaine. Puis, et donc j'ai fait ça pendant les 3 semaines, c'était extraordinaire. Parce que les gens, quand ils se rencontrent, enfin quand ils se retrouvaient ensemble, parce que chacun va à la cure, voilà, ben
ça parlait encore philo, quoi. Ça parlait sur le thème. Ah oui, hier j'ai repensé à la fidélité. Ah oui, parce que c'était eux qui choisissaient les thèmes. Alors, donc il y avait toutes sortes de choses. Et voilà. Donc partout, j'ai toujours, parce que ça se passe avec un bâton, vous l'avez vu d'ailleurs dans le film, il y a différents bâtons, il y a des gens qui prennent de beaux bâtons. Quelquefois c'est une balle, quelquefois c'est... qu'est-ce que j'ai vu, un doudou, non? Une espèce de... Une peluche. Voilà, nous c'est un bâton. Voilà. Et je pars dans mes valises. Où que je pars, je mets mon bâton de parole. Ça, c'est... Je me dis, il y a peut-être l'occasion de faire un atelier philo. C'est que ça fait un bien fou aux gens qui le vivent. On le voit sur les visages, on les voit. C'est jouissif. Alors, dans le terme psychanalytique de M. Lévin, il parlait de l'érotique de ces ateliers de philosophie. Enfin, dans le sens où c'est du plaisir. Et on voit comment les enfants jouissent du fait d'être à l'origine d'une pensée qui émerge comme ça. Ça a été dit 2 fois dans le film, voilà. Par 2 animateurs. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Et ce qu'en disait un spécialiste de l'âme humaine, puisque Jacques Lévin était psychanalyste et qu'on peut dire que c'est un psychanalyste connaît l'âme humaine, c'est que être à la source de sa propre pensée valorise l'image de soi. Et là, on l'a entendu plein de fois. C'est une plus-value, surtout dans le scolaire où on est souvent confronté à la moins-value qu'à la plus-value. Et c'est justement ce changement d'attitude de la formatrice ou du formateur par rapport aux enfants, c'est-à-dire que ça ne va plus de haut en bas, mais on est au même niveau. On est à l'horizontale. Il y a la bienveillance par rapport aux questions qui se posent. D'ailleurs, j'ai une question pour le public. Est-ce que quelqu'un parmi vous est en formation ou quels sont les autres intérêts qui vous ont emmené ici, puisque vous êtes tellement peu nombreux qu'on peut vous demander ça quand même. Oui. Donc motivé en quelque sorte pour venir voir un film philo, nouvelle génération. Est-ce que... Oui, moi j'anime en tant que bénévole, je fais partie de l'association Les Faire Lire auprès des enfants. Et donc j'ai un support qui est le livre, l'histoire, le livre, le conte, la fable, la poésie, qui me permet de démarrer justement, alors je dirais pas un atelier de philosophie, parce que j'imagine qu'il y a quand même des méthodes un peu, mais qui me permet de les faire effectivement parler, prendre la parole, écouter ce que dit l'autre. Voilà, et donc je venais retrouver un petit peu cette philosophie. c'est dans quel milieu? C'est dans quel... Je suis en primaire. D'accord. Essentiellement des CP, l'école. CE1 ou maternelle grande section. Et c'est effectivement fabuleux de les entendre réfléchir sur des thèmes très forts, la mort, l'amour, toutes ces... Mais les questions viennent des enfants ou c'est vous qui les proposez? proposez? Jamais. Moi, non, je ne pose jamais de questions, je les laisse discuter, je les laisse réagir à l'histoire. Ah oui, d'accord. À partir après, d'albums. éventuellement, bon, bien évidemment, je réponds s'ils me posent une question, mais je les laisse un petit peu... C'est pas très organisé, mais je trouve que ça leur permet de se détendre, de s'exprimer, surtout de respecter l'autre, d'entendre ce que l'autre dit. Et ça, c'est pas toujours... au début, ça marche pas toujours. Et vous autres, alors? Le bâton. Il faut le bâton. Oui, alors il y a des petits trucs. Effectivement, il y a la position, je mets mes pieds par terre, je m'assieds bien à ma chaise, je respire. J'ai des petits trucs comme ça que j'ai fini par trouver, mais à l'intuit. Dans le film, en Belgique, entre autres, elle commence par des exercices. Oui. Mais au Canada, on a vu aussi des choses. C'est différent à chaque fois. Mais... Oui, la Fondation Sèvres fait quelques minutes méditation. Ils appellent ça méditation. En fait, c'est juste fermer les yeux et se concentrer. Finalement, c'est une pratique d'attention. Oui. Et vous, alors?
Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ce moi, soir? j'ai envie d'être bénévole. Pour l'instant, je travaille toujours, mais j'ai envie d'animer des ateliers philo dans les écoles ou dans les médiathèques. Donc, le sujet m'intéresse beaucoup. Voilà, donc je suis à la recherche d'informations, et voilà, les méthodes, tout ça. Enfin, j'ai pris des notes, vous voyez, je suis bonne élève. Et dans le film, vous avez trouvé des choses intéressantes ou... Oui, bien sûr, parce que c'est déjà de voir les enfants comme ils sont capables d'émettre des idées, des opinions. Et puis peut-être, j'ai bien aimé, là j'ai pris en fait la pensée de Cyrulnik quand il dit qu'il sait apprendre à douter. Ça m'a bien plu, ça, parce qu'en fait, apprendre à penser par soi-même et apprendre à douter. Voilà, donc effectivement, c'est intéressant de ne pas leur donner une réponse définitive, mais que ce soit un domaine à explorer et qu'on s'aperçoive qu'il y a tous les avis qui ne sont pas forcément identiques. Alors la question que je me pose, c'est de savoir est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre, enfin quelles sont, mais c'est plutôt en tant que bénévole. C'est toute la formation. C'est toute la formation. Ah oui. Voilà. Oui. Ouais, il y a un formateur, il s'appelle Romain Iborra, qui est juste après Johanna Rocker. Il parle du relativisme. Hein. Un formateur est aussi là pour ne pas tout accepter. Toi, tu dis que la cour est pour les garçons, et toi, un autre dit non, c'est pour les filles. Donc il faut il faut un jugement quand même. Lui, il appuie cette pensée-là, qu'on ne peut pas tout laisser passer. Donc il y a aussi une certaine responsabilité de la part des formateurs par rapport aux enfants qui peuvent dire n'importe quoi. Hein. Ça, il faut aussi en être conscient. Dans la méthode Lévin, les enfants sont libres de dire ce qu'ils veulent. L'animateur n'intervient pas pendant le premier. Il y a 2 temps. Il y a un temps de 10 minutes pendant lequel ils sont libres. L'animateur est en dehors du cercle et il n'intervient pas. Et le deuxième temps, c'est introduit par la phrase, la question « Comment ça s'est passé pour vous ?» C'est-à-dire un temps méta, un temps où on regarde comment ça s'est passé, comment ça s'est... Alors, il s'en empare des fois pour continuer à réfléchir sur le mot, c'est pas interdit d'ailleurs, ou de dire « Ah, j'ai oublié de dire tout à l'heure », ou de dire bah, « Aujourd'hui, ça s'est mieux passé que la dernière fois », ce qu'on a entendu d'ailleurs, ça s'est bien passé, on a tous dit quelque chose, ils sont dans une classe, ils sont très attentifs à la parole des autres. C'est-à-dire que moi, je me souviens de cette petite fille qui a dit en 6e, « Ah ben moi, aujourd'hui, j'étais contente parce que Gurvan, il a parlé pour la première fois. » Je ne m'étais pas aperçue de ça. Mais elle, et lui, alors, imaginez Gurvan, qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de sa camarade. C'est-à-dire qu'ils savent tout ce qui se passe dans l'atelier. Et j'en ai pour preuve que j'ai eu cette chance de prendre le PC3, enfin du temps, il vient de s'arrêter, il n'y a plus de PC3 maintenant, parce qu'il y a le tram. Et donc je monte dans le PC et une jeune fille très jolie s'assoit à côté de moi. Et puis tout d'un coup, elle se tourne vers moi et elle me dit « Excusez-moi, madame, vous n'êtes pas madame Sylla ?» Alors j'ai dit « Oui, oui ». Et là, je la regarde, son regard me dit quelque chose. Et elle me dit « J'ai été votre élève en 6e. » Et donc, je dis « Ah, ben oui, quelle année ?» Alors, elle me donne l'année. Je lui dis « C'était ma dernière année, parce qu'après, j'étais à la retraite. » Elle me dit « Alors, vous avez arrêté ?» Et j'avais une valisette, là. Alors, elle me dit « Mais alors, vous travaillez, là ?» J'ai dit « Non, je vais faire des formations. » « Ah bon ? À la philo. » Ah, je me dis, je me rappellerai toujours de ces ateliers philo. Et moi, je me suis souvenu que cette fille n'a jamais pris la parole du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'était la meilleure élève de la classe. Elle avait des moyennes mirobolantes. Elle n'a jamais parlé. Et donc là, on me revient ça et je lui dis, mais dites-moi, Sabrina, dites-moi, vous n'avez, si je me rappelle bien, vous n'avez jamais pris la parole. Elle me dit oui.
mais j'ai pas cessé de réfléchir. Et là, je lui dis, mais quand même, moi, je me suis posé des questions. Il me dit, oui, mais vous aviez dit qu'on avait le droit de parler ou pas parler. Alors, donc, moi, j'ai pris ce droit. Mais vous savez, madame, si vous voulez, vous pouvez faire le test, je peux vous dire tous les sujets que nous avons traités du début jusqu'à la fin de l'année. Et elle commence à me les énumérer. Grandir, être fort, le courage. Voilà. Donc là, c'était extraordinaire. Je me suis aperçue quand même que son silence n'était pas un silence de retrait ou de je ne sais quoi. Mais bon, voilà. Donc dans la méthode des vies, on ne relance pas, on est à l'écart, on est en dehors, on prend des notes. Et au début du deuxième temps, on vient redonner la parole en lisant les notes. C'est pour ça qu'on les prend d'ailleurs. Et voilà, ensuite, que vous dire sur cette non-intervention? Elle a été réfléchie, c'est que quand on questionne les enfants sur ça, on leur dit qu'est-ce que ça vous fait que je n'interviens pas? Alors, moi au collège, ils ont la parole facile, en tout cas, ils ont le verbe beaucoup plus que dans les petites classes. Et ils me disent, mais si vous interveniez, vous êtes la prof. Les profs, ils ont de bonnes idées. Alors on penserait qu'il faut continuer sur cette idée. Et on serait moins... alors il y en a un qui me dit, quand vous nous laissez comme ça, c'est comme si on allait avec un seau chercher de l'eau au fond d'un puits, et ce puits se trouve à l'intérieur de nous. Et ça, c'est extraordinaire quand même. C'est... voilà. Et donc on laisse, et Jacques Lévin parle du... parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de débat. Chacun va dire ce qu'il a à dire, sauf que il y en a qui disent moi je suis pas d'accord avec Aline, je pense que ou moi je suis d'accord avec, hein, et ils retiennent très très bien ce qui se dit auprès de chacun. Et on parle, nous, d'un langage oral interne. C'est là que se passe le débat. C'est-à-dire qu'un même enfant, il nous le dit, il arrive avec, sur le thème, il arrive avec une idée qui lui vient ou pas. D'ailleurs, quelquefois, ils n'ont pas d'idée, ça les laisse... Mais c'est en écoutant les autres qu'une idée va chercher des souvenirs d'idées. Et qu'à ce moment-là, donc il se fixe sur une idée, et puis après, il y en a une autre, hein. Et puis il y a la sienne, et puis donc on appelle ça le langage oral interne avec un débat interne. Et c'est là l'intérêt de ce qu'on veut faire naître. Et c'est là ce que dit Cyrulnik, c'est que voilà, il n'y a pas qu'une seule façon, et puis peut-être qu'on n'a vu qu'un seul côté dans notre vie. Puis voilà. Ça, c'est justement important de savoir qu'il peut y avoir des contradictions entre ce qu'ils apprennent au foyer familial par les parents et ce qui se dit dans ces ateliers philo ou en général à l'école. Tout à fait. Voilà. Et donc l'enfant, il est dans cette contradiction ou dans ces injonctions contradictoires. Oui, et il doit se débrouiller. Et quelquefois, ça les met dans une posture difficile. C'est-à-dire qu'il y a un conflit de loyauté. Quelquefois, s'ensuivent, à l'école en tout cas je l'ai vécu, un retrait, c'est-à-dire qu'il y a un enfant, ça m'est arrivé une seule fois, un enfant qui a dit je ne veux plus participer. Alors je lui ai dit mais tu n'es pas obligé de parler, donc reste dans le cercle. Ah, il me dit non, je ne veux pas, donc il est resté en dehors et il a mis ses mains sur ses oreilles. Et je pense qu'il y a quelque part un conflit de loyauté dans ce que il vivait et ce qu'il... Mais bon, j'ai respecté. Il m'aurait dit en mathématiques, je ne veux pas assister à votre cours. J'aurais fait quelque chose, il y a à la loi. Là, on leur dit, vous pouvez écouter, enfin parler ou pas parler. Et les autres alors? Vous n'avez pas dit? Et moi, je suis grand-mère de jumelles qui vont avoir 4 ans. Oui.
et qui me pose des sacrées colles, notamment sur la mort. Et du coup, la première réponse que j'ai faite, elle ne me satisfaisait pas. Donc je suis allée voir en section jeunesse qu'ils avaient comme bouquin sur la question, notamment avec les petites collections de philo. Et là, c'est moi qui ai découvert plein de choses. J'ai dit, ah mais oui, comment tout disparaît. Mais ça, c'est super passionnant. Mais en fait, moi-même, je n'avais jamais réfléchi comme ça. Et un petit bouquin de jeunesse m'a apporté énormément. Donc c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup d'avoir une autre façon de penser, d'autres angles de réflexion, et puis de voir cette richesse des enfants qui effectivement sont émerveillés. Et la dernière fois, une de mes petites filles me disait, mais la lune nous suit, mamé, la lune nous suit. Des choses comme ça. Mais la mort, très très tôt, elle est là. Nous avons l'habitude, avec les tout petits, de commencer par grandir. Le mot grandir. Et en fait, avec les tout petits, ce que j'appelle ceux qui sont en maternelle supérieure, là, la dernière, et ben ils y vont, et il y a toujours un moment où quelqu'un dit, ah ouais, on grandit, après on devient vieux, après on meurt. Et ça revient toujours. Pourtant c'est grandir, c'est ni la vie, ni la mort, ni... Alors ils nous décrivent tous les... Alors d'abord on est tout petit, après puis après on meurt. L'origine aussi, hein. Edwige Schieriter nous a raconté la question d'un enfant, et Dieu a-t-il eu un père? Des choses comme ça. Ouais. Alors et vous alors? Moi, c'est parce que je pense qu'à l'heure actuelle, dans le système scolaire, en tout cas, on ne donne pas du tout la parole aux enfants. Et j'ai un petit garçon de 3 ans et demi, et j'ai trouvé que ce qui était présenté ressemblait à un courant pédagogique qui s'appelle la pédagogie active. Et mon fils est dans une école qui appuie cette pédagogie, qui donne beaucoup la parole aux enfants, qui leur apprend la bienveillance entre eux. Il y a souvent des conseils de classe. Et du coup, voilà, je voulais voir ça, comment je pouvais aborder ça avec lui. C'est ça qui m'intéressait. Vous avez trouvé des réponses? Oui, c'est par le dialogue. Après, je pense qu'il faut se former vraiment pour arriver, justement, pour ne pas commettre d'erreurs et pour arriver à l'appliquer de la bonne manière, je dirais. Mais j'ai trouvé ça très intéressant comme approche, et surtout la comparaison avec les différents pays. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Oui, à propos de ça, dans une des écoles qui est à la fin, montrée à la fin à Montréal, avec l'animatrice ou l'institutrice qui s'appelle Le François, Sarah, il y avait quand même des questions. Elle a dû s'accrocher, hein, parce que c'est un milieu, il faut toujours situer les enfants, hein. Ils viennent de tel milieu ou un autre. Et là, c'est une école alternative, mais d'un milieu très apparemment favorisé, économiquement. Et est-ce que vous avez remarqué les questions, enfin les suggestions de deux garçons, d'ailleurs il y en avait deux, l'un d'un côté et l'autre, qui pratiquement, c'était la question sur le racisme. Hein. Oui. Et là, ils sont glissés petit à petit, on ne peut pas tout filmer, mais les extraits le montrent bien, ils sont glissés de la couleur à la qualité pauvre-riche, de qualité, la comparaison. Et donc, les deux garçons, finalement, ils soutiennent que les pauvres ne vont pas... Les pauvres sont obligés de voler, les riches, non. Donc, qui est voleur dans ce sens-là? Jamais les riches. Mais, alors, ça, c'est à opposer à un autre garçon qui, à Ivry, dans l'atelier Axas, justement, a dit, ah ben, les pauvres, nous, on nous attrape, on nous met en prison. Tandis que les riches, non, ils s'en échappent. Ils ne sont pas punis. Et donc, oui, tout dépend des milieux, et là, c'est très difficile quand même enfin, la maîtresse, elle s'en est bien sortie, parce qu'elle les a mis devant leur propre contradiction, parce qu'en bas de cette école-là, un peu favorisée, il y avait une école multiculturelle, hein, et à Noël, ils devaient partager
leur structure assez favorable et plein d'équipements et plein d'instruments avec les autres qui étaient plus pauvres. Oui, ils avaient du mal, hein, et elle les a mis devant ça. Alors vous, comment vous réagissez là? Vous vous dites oui, vous n'êtes pas raciste et tout le monde doit être égal, etc. Mais vous, comment vous avez réagi? Vous ne vouliez pas partager, vous, hein? Voilà. Donc oui, c'est utile quand même faire ce genre de discussion à partir du plus jeune âge, hein, parce que forcément, ça a des répercussions pour plus tard. Et alors, il y a d'autres personnes encore? Vous, madame, vous, monsieur, là? Moi, c'était par curiosité, parce que bon, la philosophie, ça date d'il y a longtemps, ce qui me concerne, première terminale. Oui. Je trouvais que c'était très alambiqué, et surtout, bon, il y avait le système de notation, et si on n'était pas trop dans le courant de la pensée, qu'on répondait pas bien, on n'avait pas les bonnes notes. Et je me demandais comment ils avaient pu retransmettre ça au niveau des enfants, puisque le sujet, c'était la philosophie à l'école pour les enfants. Et je me demandais comment ils avaient pu faire de la passation de ce que nous, on pouvait voir à notre niveau en étant beaucoup plus vieux, à eux plus jeunes. Alors, je ne sais pas si j'appelle ça de la philosophie, mais bon, la philosophie, c'était le moment pour moi que je n'ai peut-être plus les bonnes racines de la méthode. Mais je trouve que c'est plus un partage, en fait, un partage d'idées, un partage de vues. Voilà, et je pense que eux, dans le reportage, avaient beaucoup plus de latéralité de pouvoir se faire entendre que nous, qu'on étions au courant. C'est nettement plus intéressant, je pense, à cet âge-là que première terminale, nous à l'époque, enfin nous à l'époque. Vous étiez évalué. Voilà, où la matière me plaisait quand je suis à la fin, en fait, une fois que j'étais dedans, ça ne plaisait pas tant que ça, parce que je trouve que c'est très subjectif, en fait, très subjectif sur la notation du professeur. En fait, vous me rappelez mes propres enfants quand ils sont passés en terminale et qu'ils ont fait de la philo. À l'époque, je n'en faisais pas. Et oui, ils se révoltaient. Ils rentraient révoltés. Mais on ne m'a même pas demandé ce que je pensais. Et il faut que j'apprenne la pensée des autres. Et aujourd'hui, nous avons formé des profs de philo, là, dans nos formations à l'Axas, qui commencent la notion sur laquelle ils vont évidemment faire leur cours par des ateliers de philosophie sur la notion. Et c'est tout autre chose. Quand ils nous racontent ce qu'ils vivent dans la classe, les jeunes sont après motivés parce qu'ils ont, et puis ils s'aperçoivent très souvent que la pensée des grands philosophes qui va venir après rejoint celle qui est sortie spontanément de leur atelier. Et donc quelle fierté et quel bonheur. Voilà. Donc les choses commencent à changer aussi. Et du coup, ce qui m'intéresse aussi, c'est comme j'ai un beau-fils, et qui a 11 ans, donc qui est rentré en 6e là. Et bon, il a peut-être en l'air, et souvent je dis, mais qu'est-ce que tu penses? Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a le blocage, et je me dis, mais qu'est-ce qu'on leur apprend maintenant? Voilà, j'ai pas l'impression qu'ils pensent vraiment par eux-mêmes, mais c'est vrai que les gens qui se pensent, c'est mutisme. C'est pour ça que quand la dame posait la question tout à l'heure, c'est comment réagissent-ils quand les parents sont là? Je me dis, moi si je venais avec lui, je suis pas sûr qu'il ouvrirait la bouche, parce qu'il serait que je suis là, et ça change quand même assez rigide dans mon comportement. Alors, le qu'en penses-tu? Voilà. Moi, je vais vous dire, depuis que je suis à la retraite, je suis très souvent invitée à dîner chez des amis qui sont... en tout cas, il y en a certains qui sont plus jeunes que moi et qui ont des enfants qui sont adolescents, on va dire 15 ans, 14-15 ans. Et quand je suis à table, autour de la table, il m'arrive de m'intéresser autant aux parents qu'aux enfants. Donc je pose une question aux jeunes ou à la jeune, ces jeunes gens, et je leur dis, par exemple, je sais pas moi, quelle question, n'importe quelle question. Et je vous assure que dans 9 cas sur 10, c'est les parents qui répondent. Je vous assure. Et je suis, alors je suis scotché, je dis rien, mais bon. Et donc, j'ai l'impression que quelque chose fait qu'on n'a pas l'habitude. Vous savez que le mot enfant, ça vient de infant, qui veut dire qu'il ne parle pas. Moi, de ma génération,
Ah, ma génération, je sais pas. On disait, quand les grands parlent, les petits se taisent. Ouais. Tais-toi. On parle pas à table. On parle pas, exactement. On parle pas à table. Où voulez-vous parler si on parle pas à table? Alors là, franchement. Donc, oui, la question posée à vos enfants, qu'en penses-tu? Et prof, moi je dis au prof, mais demandez-leur, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous de ce théorème de Pythagore là? Puis qu'est-ce que vous en pensez? Mais peu importe sur le point sur lequel, mais demandez-leur leur avis. Mais pas pour vérifier s'ils ont compris ou s'ils ont... Simplement pour qu'ils puissent s'exprimer. Dès les petits, qu'en penses-tu? Mais oui. Et les réponses, laissez-les, enfin plus ils sont petits, laissez-les pour à la fin complètement. Après, vous pouvez donner... Ah oui, moi ce que j'en pense, parce que j'ai vécu. Donc c'est ça, à 3 ans et demi, ce serait compliqué. Ils pensent que ils connaissent tout. Ah mais non, mamie, mais non. Maman m'a dit, bah oui, c'était dans un contexte. Là, c'est pas la même. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la pensée magique. Et d'ailleurs, on ne fait pas d'atelier de philosophie avec des enfants qui ont moins de 5 ans. Parce qu'avant, ils sont dans la pensée magique, tout est possible. Enfin, il nous reste quelquefois encore un peu de cette pensée magique quand on croit que tout est possible et qu'on se lance dans des trucs absolument terribles. Voilà, c'est des restes de la pensée magique de notre enfance. Bien. Et vous, madame, vous, monsieur? Oui, allez-y. Moi, je suis venue par curiosité parce que je ne savais pas que ça existait, en fait, des ateliers philo avec des enfants. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça super intéressant. Et moi, j'ai une fille qui a 6 ans, qui aime bien parler, en fait. Voilà. Et du coup, je me dis ça peut aussi donner des idées de comment orienter les discussions à la maison, sans justement tous ces biais où quand on est parent, c'est vrai qu'on a tellement de rôles à jouer que des fois on mélange un peu tout en fait. Quand est-ce comment laisser un peu aussi de place à la réflexion et accueillir aussi sans vouloir corriger ou apprendre des choses voilà. Donc, en tout cas, quand vous serez grand-mère, ce ne sera pas du tout pareil. Hein. Moi, je vous assure que oh là là, mais comment j'ai été. Mais ben, forcément. On n'a pas le même temps, on n'a pas tout ce qu'on a à faire en même temps que faire grandir un enfant. On a tellement d'autres choses à faire que c'est... Voilà. Et vous, monsieur? Bien, moi, je suis artiste peintre et j'ai aussi développé, j'ai fait des études de philo aussi, et j'ai développé une approche philosophique et j'enseigne beaucoup, enfin je transmets beaucoup dans mes ateliers aux enfants. Donc je suis retenu, puis j'ai une petite fille de 6 ans aussi. Et j'avais entendu une émission sur France Culture, ou une chronique tout au moins sur le sujet, et il m'était dit, oui c'est vraiment un sujet qui est à creuser. Voilà. Comment on amène la philosophie aux enfants et comment, dans mes ateliers, je pourrais traiter avec les enfants de sujets, pas seulement de comment on dessine ou on peint, mais amener une réflexion autonome, tant que possible, je sais pas, mais sur ces thèmes-là. Voilà. Parce que c'est peut-être un lieu où on peut aussi, en tout cas pour ma part, amener une réflexion. Voilà. Et vos ateliers, il y a un seul enfant ou ils sont... Non, ça dépend. En périscolaire, je peux avoir une douzaine d'enfants. Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors, vous n'avez pas montré ça. Moi, je l'ai vécu à Rhodes l'année dernière, quand le colloque s'est passé à Rhodes. On avait quelqu'un qui était venu de Belgique nous montrer... et on a vécu. Moi, j'ai vécu. Je me suis présentée pour faire l'expérience. Donc, on était une dizaine de volontaires. On nous avait mis un grand papier craft au mur et on nous avait laissé toutes sortes de comment on appelle ça, je trouve pas le mot, la peinture, de dessin, voilà, plusieurs matières, découpage, enfin il y avait un thème et en fait quelqu'un commençait et chacun allait
sans dire c'était muet. Hein. Après, on expliquait comment on avait procédé, comment notre pensée, notre créativité s'était appuyée sur la créativité de l'autre. En fait, ça a fait une fresque après tout à fait incroyable. Et donc, et chacun après s'est exprimé voilà, sur la pensée qui lui était venue. Moi, j'ai vécu ça vraiment c'est très chouette. Un excellent. Alors, je raconte peut-être pas exactement ce que l'auteur voulait nous faire faire, parce que c'est le souvenir qui m'en reste et qu'on a vu un tas de choses. Voilà. Mais il y a beaucoup d'ateliers philo qui font autour de l'art. En fait, vous avez vu, il y a comment ça s'appelle, Chiara Pastorini, qui à la fin de ces ateliers philo demande aux enfants de dessiner un peu, de reproduire ce qu'ils ont compris pendant le débat avant. Et puis, j'ai rencontré des gens aussi qui faisaient des ateliers philo à partir d'un tableau. Donc, ils venaient avec un tableau. Et puis voilà, à quoi ça vous fait penser. Donc ça, c'était une fille qui a suivi le DU, le diplôme universitaire. Elle a présenté son examen sur le sujet, justement. Je vais filmer. Et oui, autour de l'art, il y a des possibilités, hein, bien sûr, de réfléchir, ça c'est sûr. Il est 10h, je pense qu'il faut... Il y a juste madame qui peut-être, si vous voulez prendre la parole. Rapide, c'était simplement déjà par curiosité. Je ne connaissais pas trop et je suis la maman du garçon de 11 ans qui était en l'air, donc je pose plein de questions. Bien. Échange notamment. Voilà. Bon. Et vous vous êtes inscrit pour dimanche? Il y en a ici qui vont venir dimanche? J'essaierai peut-être pas, je crois qu'il y a plusieurs sessions. Hein. Oui, il y a encore 2 autres sessions après, c'est après les vacances. S'il y a des personnes intéressées, parce qu'il y a les 20 places qui sont remplies, mais on peut monter à... Ah, on peut aller à 25. Voilà. Ah, oui, on peut aller jusqu'à 25. Oui, donc il reste encore 5 places. Alors donc, vous allez démarrer votre séance comment? Avec un mot inducteur, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Maintenant, le secret est là. Un seul mot. Non, vous allez voir, je vous laisse découvrir. Voilà. Oui. Je prends une petite question. Donc le DU, c'est un diplôme d'État, on est d'accord? Un diplôme universitaire. C'est le master de... Un truc que je ne comprends pas trop, c'est qu'il y a un moment donné dans le film que c'était prévu au programme et qu'ils l'ont retiré. Non, ce qui était prévu au programme, c'est dans les écoles et dans les collèges, dans le cadre de ce qu'on appelle l'éducation civique, éducation morale et civique, on avait accepté de faire, enfin, le ministère avait accepté que la philo soit introduite. Donc ça a marché 2 ans, puis maintenant c'est... Mais ça que je ne comprends pas, c'est l'idée, c'est de former des gens pour leur dire, ben non, en fait, on ne fait pas. Ah, mais ils font ailleurs. De toute façon, des libertés dans les institutions, on en prend. Moi, quand j'ai commencé, professeur de maths, faire de la philo le vendredi après-midi sur mes heures de maths, j'aurais pu me faire virer. C'est un choix personnel. Mais alors, de toute façon, on peut toujours expliquer à un inspecteur pourquoi on fait les choses et nos arguments. J'aurais expliqué ce qui viennent quand je ne faisais pas de la philo, pour le vendredi après-midi, j'avais plus de résultats en en faisant qu'en n'en faisant pas. Et en plus, ça donnait vraiment une autre ouverture d'esprit assez jeune. Donc ça, moi je suis formatrice par ailleurs, mais pas seulement aux ateliers philo. Je suis formatrice à l'éducation nationale, je continue, et je forme à la relation avec les élèves. Voilà, on va dire en grand chapitre, c'est-à-dire comment gérer une classe, mais gérer dans le sens relationnel, pas dans le sens comment je vais punir, comment je vais... Voilà. Et en fait, je développe cette idée que il faut apprendre, s'autoriser à prendre des libertés dans les institutions. Voilà. Oui, mais en même temps, ce serait quand même plus facile si en France on introduisait... Évidemment, mais j'ai pas dit qu'il fallait faire que ça. Voilà. Par ailleurs, il fallait militer. On ne peut pas militer dans l'institution, on peut militer en dehors de l'institution. Et justement, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le film, il y avait cette Madame Leleu
qui est philosophe et qui a parlé de ce qui se passe en Belgique. En Belgique, ils ont, après Charlie Hebdo, après des attaques terroristes, etc., ils ont bouleversé leur programme dans les cours élémentaires, donc à partir de 6 ans, pour introduire la philosophie dans l'éducation civique. Et ça fait maintenant des programmes. Donc ils ont de la philo maintenant de 6 ans à 18 ans. Ils sont vraiment en avance sur la France, là. Hein. Donc ça peut tout à fait se passer. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme disait Michel, il y a beaucoup de proviseurs ou directeurs d'école qui cherchent des solutions parce qu'ils se rendent compte que dans les cours, il y a des problèmes de violence, il y a des problèmes de harcèlement, et ils cherchent des solutions. Et ils font appel à ce type d'activité. Ou alors, bon, nous, là, vous avez vu Serge Tisseron, par exemple, dans le film, il a créé ce qu'on appelle le jeu des 3 figures, donc où il y a un agresseur, un agressé et un médiateur. Et il va dans les écoles pour faire jouer ce rôle aux élèves, aux enfants. Mais ils doivent jouer les 3 rôles pour qu'ils se mettent à la place. Et de plus en plus, il est sollicité par les établissements, par les académies, pour intervenir et mettre en place ce type de truc dans les écoles. Et il fait des formations, pareil. Et si ça vous intéresse, ce sera le prochain sujet de notre film. Donc, dans un an, on suit ça de très très près. Bien. Parce qu'évidemment, l'empathie, c'est lié à la violence d'abord, hein, parce que s'il y avait de l'empathie, il n'y aurait pas autant de violence qui s'exprime aujourd'hui. Mais la philo et l'empathie aussi, c'est lié, parce que se mettre à la place d'un autre, penser par soi-même, tout ça, c'est... Et inversement, l'empathie, c'est Tisseron qui le dit lui-même, c'est que... Non, Cyrulnik, je pense. L'empathie ne peut disparaître. Elle est au berceau chez les enfants, chez les humains. Mais elle peut disparaître si on vit dans un milieu où on n'a pas de sérénité. On n'est pas, je trouve pas le mot ce soir. Hein. Voilà, sécurisé. Voilà. Lorsqu'on n'est pas dans un milieu sécurisé, notre empathie nous lâche. Imaginons un instant que nous soyons malades. Alors, est-ce qu'on va pouvoir vraiment, à ce moment-là, notre empathie nous lâche? On pense à soi, on est là. Donc c'est pareil à la fois, et c'est pour ça qu'il faut la développer et faire toutes sortes d'exercices, parce que en la développant, on crée en même temps un climat serein, et en même temps, on peut la développer encore plus. Mais si une classe va mal, si elle peut être aller développer l'empathie, c'est compliqué. Donc en fait, c'est un problème qui n'est pas simple. Voilà.